On a un petit peu défloré ta vie là, parce on a déjà parlé de ta naissance à Santa Monica, mais on a un petit peu défloré ta vie là, parce on a déjà parlé de ta naissance à Santa Monica, mais je voudrais quand même que tu nous racontes un peu comment ça se passe de vivre dans cette Amérique. Est-ce que tu avais avec des parents qui te parlaient en allemand? Est-ce que tu avais une conscience d'être différent des petits Américains et de ne pas être vraiment américain? Je ne sais pas. En fait, déjà, tout au début, mes premières années n'étaient pas, disons, normales, parce que mes parents, ma mère de Vienne, mon père de Berlin, se sentaient pas très à l'aise aux États-Unis. Et déjà, ces premiers 5 ans de ma vie, on a changé de ville et de pays et de continent 3 ou 4 fois. J'ai vécu à Londres et à Munich et à Paris, en fait. Une de mes premières souvenirs sont dans un appartement très très moche à Neuilly. J'avais peut-être 3 ans où je me suis cogné la tête énormément parce que je voulais voir quelque chose qui était dans la rue. Aller-retour, toujours en bateau, parce que ma mère avait énormément peur des avions. C'était même hors question. Je pense que j'avais 16 ans quand j'ai pris un avion pour la première fois de ma vie. Et quand j'avais 5 ans, mon 5e anniversaire se déroulait à Vienne. Alors là, je me souviens, on m'a dit, on reste à Vienne. Et c'était en fait vrai pour 11 ans. Alors les années très, wie sagt man, die wichtigsten Jahre, wo man, les années importantes pour grandir, entre 5 et 16 ans, j'ai vécu et grandi à Vienne, mais au début dans une école américaine. Ça veut dire c'était pas très logique parce que mes parents ont quitté les États-Unis en me disant on veut pas que tu deviennes un petit Américain. Mais à Vienne, ils m'ont mis dans une école américaine. Je ne sais pas si c'est une histoire juive ou c'était des fous. Et quand on n'a qu'un enfant, on peut peut-être plus facilement jouer avec cet enfant et faire ce qu'on veut. Mais finalement, je suis assez heureux que ça s'est passé comme ça parce que grâce à cette enfance, je suis bilingue. Mais une chose qui est certainement vraie, on me demande très souvent, mais où est votre patrie? Vous appartenez à quel pays? À quel Heimat, exactement, terroir. Ça n'existe pas vraiment pour moi. Mais j'en souffre pas vraiment. On pourrait dire que tu es l'Autrichien cosmopolite d'avant-guerre, presque. Donc tu as fait tes études en américain et tu as pensé que tu allais écrire quand? Très vite? Je me souviens d'une petite nouvelle quand j'avais 11 ans, une sorte d'histoire de crime qui joue dans un petit village dans Alpine, en Suisse en fait, Monsieur Sulzer, dans les Grisons. Et il y avait un grand et un petit, mais je ne la retrouve pas. J'aimerais beaucoup revoir cette histoire, cette nouvelle que j'ai écrite. 11. Mais non, je sais que j'ai commencé à écrire, c'est très clair pour moi. On a vécu à Berlin, après Vienne, et dans un petit théâtre au Kurfürstendamm, on jouait en 69 la pièce Caspar de Peter Handke.
Et c'était un événement pour moi incomparable. C'était vraiment un choc. Et je me souviens que j'ai commencé à me mettre dans une sorte de, wie nennt man das, Türkensitz, quand on se met les jambes croisées sur un lit avec une machine à écrire, et j'ai commencé à faire des textes complètement sans sens, bien sûr, mais c'était déclenché par la pièce Caspar David, que je suis sûr. Et tu avais aussi un père écrivain, il faut dire. C'était pas un écrivain de romans, mais il écrivait je crois, de la vulgarisation scientifique, c'est ça, des livres de... Non, j'ai jamais bien compris ce qu'il faisait exactement. Non, en fait, mon père était un écrivain de non-fiction dont les livres sont parus en France dans les années 50, 60, 70. Il était le premier qui, comment dirais-je, le futur a déjà commencé, était son premier livre, Die Zukunft hat schon begonnen, où il a vraiment, wie sagt man, gewarnt, il a mis en garde que la technologie ne sera pas seulement quelque chose de formidable. Et ce livre paru en 1952, c'est un peu un livre prophétique. Après, il a fait un livre très connu, Plus clair que mille soleils, qui raconte la construction de la bombe atomique. Heller als tausend Sonnen. Tout ça, c'est peu paru. Après, il était un des personnages phares pour le mouvement écologique. Et je dirais, il était un des pères fondateurs des Verts en Allemagne. La raison pour laquelle tu dis science-fiction, c'est qu'il était aussi considéré comme futurologue. C'est un peu bizarre comme mot. Bertrand de Jouvenel en France, c'était quelqu'un qu'il connaissait très, très bien. C'est un peu de prévenir qu'il y aura des crises possibles avant qu'ils arrivent. Ça veut dire de prévenir ce qu'il pourrait arriver, mais jamais de dire le futur sera comme ça ou comme ça, mais éviter les crises avant qu'ils viennent. Et il était un des premiers qui ont dit l'énergie atomique, les centrales nucléaires, il y aura des grandes catastrophes dans le futur. Il a commencé à dire ça 20 ans avant Tchernobyl. Et aujourd'hui, il serait, s'il était vivant, très malheureux d'avoir tellement eu raison. Non, mais mon père voulait toujours devenir romancier. Et il m'a toujours dit, tu as fait ce que moi je voulais toujours être. Il était très ami avec Peter Weiss. Pour ça, j'étais très ému hier quand Winkler a parlé de Weiss. En fait, je m'appelle Peter à cause de l'amitié entre mon père et Peter Weiss. Mais quand mon père a essayé d'écrire un roman, il voyait que c'est autre chose. Et il m'a toujours dit, j'ai montré à Elias Canetti un premier jet d'un roman sur l'histoire de la bombe atomique. Elias Canetti me disait, mais vous êtes fou, vous ne pouvez pas écrire, c'est ridicule. Vous faites l'histoire de la bombe atomique, mais comme non-fiction. Et comme ça, il a complètement abandonné l'écriture des romans. Bon, il t'a laissé le champ libre, finalement. Bien. Donc, il y a aussi un autre élément de ta vie dont tu n'as pas vraiment parlé, c'est le fait que tu es né donc, de parents juifs réfugiés aux États-Unis, une famille moléculaire, puisque tu étais fils unique, que les grands-parents étaient morts, et que donc tes parents t'ont élevé dans une sorte de couveuse artificielle, d'ailleurs que tu évoques dans tes romans quelquefois, notamment au travers le personnage de ta mère, qui m'a toujours fait penser à la mère de Woody Allen, qui disait du haut du ciel à son fils, mets ton cache-nez.
Et une fois, tu m'as dit une chose qui m'a beaucoup troublée. Tu m'as dit, c'est affreux quand on est un enfant de ne pas être aimé, mais d'être trop aimé, c'est encore pire. Pire, je pense pas que j'ai dit, mais c'est aussi très très difficile. Et je me souviens d'une conférence avec Herta Müller, que j'aime pas du tout, cette dame malheureusement, mais elle m'aime pas non plus. Et j'ai parlé de ça exactement. Et j'ai dit c'était comme une dictature de l'amour. Et elle s'est énervée. Comment pouvez-vous parler d'une dictature? Moi qui ai connu la dictature dans les prisons, etc., etc. Ça n'a pas amélioré notre rencontre, nos rapports. Non, mais certainement, je suis quand même heureux que j'étais aimé et pas haï, mais c'était difficile, oui, parce que jusqu'à la fin de la vie des deux parents, j'étais sous une sorte de couvercle et tout était décidé, tout était co-décidé par ces deux personnages extrêmement fortes que j'ai raconté, on peut le dire. C'est plutôt autobiographique dans le roman que Jacqueline a pris comme premier, La traversée de l'Hudson, où on voit des parents qui sont plus grands que la vie. Et larger than life, comme on dit en anglais, surtout le père, mais aussi, bien sûr, la mère. Non, en même temps, tout ce que je suis vient ou suit de ces deux personnages extrêmement forts, il faut le dire aussi. Donc, nous avons. Bon, Peter a écrit beaucoup de romans. Je l'ai pris en route. Et donc, le premier a été publié, a été ce roman magnifique qui s'appelle Un pont sur l'Hudson. C'est ça? Je ne me souviens jamais des titres que je publie, mais c'est vraiment à traverser. C'est vraiment une maladie. Et donc, c'est un roman très, très beau parce que c'est un homme qui revient en Amérique. Comment ça se passe? Non, il vient chercher sa mère à l'aéroport à New York pour l'amener dans le Maine. Et donc, déjà, il y a le voyage avec la mère qui ne veut absolument avoir une voiture blanche, qui a plein d'exigences, parce que bon, on dirait, quand on est petit, on dirait elle fait l'importante. Enfin, elle se donne une sorte d'importance énorme parce que tous les détails comptent, etc. Et le fils est absolument exaspéré. Il est prêt à la jeter dans l'Hudson. Mais enfin, bref. Et tout d'un coup, ils arrivent sur un pont, un immense pont. Et il y a un embouteillage parce qu'il y a un camion qui s'est renversé. Et là, sous ce pont, ils sortent de voiture, ils regardent l'eau, et sous ce pont, alors là, c'est l'élément, dans les romans de Peter, il y a toujours un élément fantastique ou onirique, qui dépasse un peu la réalité, symbolique, bien sûr. Et là, dans l'eau, la mère, et la mère aussi le voit, hein, le fils et la mère voient le père allongé sur l'eau, le corps du père allongé sur l'eau, nu, ce qui est encore plus terrible, et immense. Il tient presque tout le fleuve. Donc ça, c'est cette image du père dominateur, etc. Voilà, je ne vous raconte pas tout le roman, mais c'est pour vous montrer que dans chaque roman de Peter, il y a toujours un élément comme ça. D'abord, il y a l'ironie. Alors l'ironie, là, elle vient avec la mère, parce que toutes ces petites scénettes à la Woody Allen. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui dépasse le prosaïque, disons, et qui est difficile à interpréter. Bon, le père, on pourrait dire c'est facile à interpréter, mais l'attitude du fils qui veut absolument toucher ce corps et qui va essayer de descendre, mais le pont est très haut, c'est très compliqué. Et finalement, c'est une sorte d'image qui reste une image et qui n'est pas explicitée dans le livre. Il n'y a pas d'explication rationnelle qui pourrait être, bon, il rêve, un fantasme. Non, non, c'est comme ça.
c'est comme ça, et on doit l'accepter comme ça. Et donc, je trouve que justement, ce côté un peu de dépassé dans le fantastique se retrouve aussi dans le deuxième roman que nous avons publié, qui n'est pas un roman, et qui avait été écrit avant d'ailleurs, je crois, et qui s'appelle Le Roi de l'Amérique, et qui est les dernières années de la vie de Walt Disney. Bon, tout le monde connaît le personnage de Walt Disney, enfin tout le monde connaît en tout cas ses films, mais c'est un roman qui décrit un homme extraordinaire de façon aussi avec des éléments très fantastiques, notamment à un moment dans ces parcs que Walt Disney faisait construire immenses en Amérique, il y avait de grands comment dire, des automates immenses qui parlaient, et notamment c'était Jefferson, Abraham Lincoln qui se mettait comme ça devant le public et qui déclamait un discours d'Abraham Lincoln. Enfin, bon. Et cette statue, enfin cette statue, c'est pas une statue, cette espèce de personnage de fer en fait, de robot, et tout le temps en panne. C'est-à-dire que il bégaye, il se met à bégayer, et puis ça s'arrête. Et alors Disney est très furieux un jour et il se met à dialoguer avec lui. Et ça donne une scène absolument... Mais raconte, toi tu racontes. Non, il faut lire, il faut acheter le livre. Mais ce que je peux dire, c'est que Disney était un de ces éléments de mes premiers 5 années comme petit Américain qui sont restés avec moi, parce qu'on n'avait pas de télévision à l'époque. Tous les autres familles, tous les autres enfants avaient télévision. Moi, je voyais seulement quand on était dans les hôtels, les chambres d'hôtel en voyage en Europe, dans les chambres d'hôtel à New York, en attendant le bateau, j'ai vu dans la chambre, sur la télévision, des films de Disney. Et c'est une des premières impressions de petite, quand j'étais tout petit. Et c'était avec moi toujours, surtout parce que mon père était ami avec un des gens qui travaillaient pour Disney, un Allemand réfugié, pas juif en fait, Heinz Haber, qui travaillait avec Disney et qui me racontait quand j'étais très jeune de ce personnage fascinant, fascinant. Alors Disney était toujours avec moi, mais quand j'ai lu des biographies, j'ai vu que c'est un homme qui avait aussi des côtés assez sombres. Et je me suis intéressé pour quelqu'un qui est tellement connu et sur lequel on sait si peu. Et le roman, la biographie romancée raconte les deux côtés. C'est pas seulement une condamnation de Disney, pas du tout. Mais j'ai joué avec cette biographie et il y a un grand personnage antipode. C'est un ex-dessinateur qui revient et qui est complètement inventé par moi et qui lui dit toutes les choses qui sont à dire contre cet homme. Mais le dialogue, je pense, est très intéressant. En fait, c'est un peu étrange que je le dise, mais je le dis quand même. Cette scène dont tu parles, où Disney a le dialogue avec le robot de Abraham Lincoln, a tellement plu au compositeur Philip Glass qu'il a décidé d'en faire une opéra. Et je suis assez content. Malheureusement, c'est pas moi qui fais le libretto, le livret. C'est un ami à Glass qui l'a fait, mais j'avais la possibilité de me mêler, heureusement, pour éviter des choses qui sont pas bien. Mais le livret est fait et Glass est en train de faire la composition et la première est en janvier à Madrid. Et puis ça sera à Londres et je suis assez excité pour ça. En fait, dans cette conversation qu'il avait avec Holmes, il lui dit que c'est lui le roi de l'Amérique.
Parce qu'il est plus connu que Lincoln dans le monde. C'est ça le thème. Parce c'était un mégalomane extraordinaire, un autocrate fantastique. Il y avait des lois, mais alors vraiment fascistes dans ses bureaux. Personne n'avait le droit de faire un dessin qu'il ne signait pas lui. Tous les dessins qui sortaient dans ses bureaux étaient signés par lui. Personne n'avait le droit de... Non, je voulais seulement ajouter, ce qui m'a fasciné, vraiment fasciné avec ce personnage, c'est que il n'a pas fait les dessins lui-même. C'était un général qui avait 1000 hommes, parce que les femmes n'avaient pas le droit d'être créatives, mais 1000 hommes qui ont tout fait pour lui sous son nom. Et lui, il était l'inspiration pour tout le monde sans le faire lui-même. Et ceux qui ont quitté l'usine Disney, parce qu'ils ont dit, mais c'est insupportable, je vais faire mon propre travail, je serai connu comme Disney, tout le monde, pratiquement 99% des gens ont échoué quand ils ont quitté les studios. Et ce qui est amusant, c'est que c'était quand même un créateur d'une certaine façon, parce que quand il avait une idée, il mimait les mouvements et les autres le dessinaient. Donc c'était tous les parcs. En plus, c'était quelqu'un qui avait, chaque fois qu'il gagnait un peu d'argent, il faisait des choses encore plus grandes et plus monstrueuses. Il investissait tout le temps. Enfin, et c'est lui qui a inventé les parcs de loisirs, des choses comme ça. Mais c'est vrai. Et puis alors, il avait des côtés complètement étranges. Dans son jardin, il avait un vrai train sur lequel on pouvait monter, par exemple. Oui, petit, mais enfin, c'était pas un train qu'on regarde, c'était un train où on monte. Ça, c'est le côté enfantin, je ne sais pas. Non, moi, j'ai trouvé que c'était un personnage fantastique. C'était un personnage de roman, en fait, lui-même. Voilà. Donc, malheureusement, ce livre n'a pas eu l'écho qu'on pensait, parce que moi, je pensais que Disney, ça allait intéresser tout le monde, mais apparemment... Bon. Mais alors, on n'a pas abordé un des thèmes qui est très important chez toi, et on n'en a pas encore parlé, mais tu es né avec une malformation cardiaque, et dès tes jeunes années, tu as été un enfant malade, d'une certaine façon. Donc, est-ce que ça a été important pour toi? Oui, surtout parce que ma mère avait autant plus de bonnes raisons pour être toujours derrière moi. Mais le pauvre, il doit faire attention, il peut pas. Une fois, j'étais dans le but pour mon team à l'école pour foot à la fin de l'école après le bac. Et elle est venue, j'ai rien dit à la maison. Elle est venue juste avant le commencement du jeu pour m'arracher du but devant tout le monde, mais beaucoup plus d'audience qu'aujourd'hui. Devant tout le monde, elle a hurlé, mais mon fils, il n'est pas bien, il a un problème de cœur, il ne peut pas rester dans le but. C'était un moment, et j'avais 18 ans, alors c'était quand même grave. Bizarre qu'on peut survivre des situations pareilles. Non, mais je pense, Jacqueline parle de mon cœur parce que, en fait, j'ai eu 2 opérations à cœur ouvert. Je pensais que c'était fini après le premier où on a réparé un trou entre les oreillettes. Mais malheureusement, en 2006-2007, il y avait aussi un problème de la valve mitrale qui était opérée. La première opération, aujourd'hui, on fait sans ouvrir le corps. On peut le réparer avec un cathètre où on met un tout petit parapluie dans le cœur, là où il y a le trou. Mais à l'époque, c'était un cœur ouvert, en 72. Et là, en 2007, encore une deuxième opération à cœur ouvert.
Et quand j'ai survécu, comme vous voyez, cette deuxième opération, je me suis mis à... Non, c'était pas moi qui a commencé, c'était un peu le cœur qui essayait de me parler après cette deuxième opération. Et j'ai répondu et on a commencé une sorte de dialogue. Et j'étais encore dans l'endroit où on va pour récupérer, comment on dit, réhabilitation. Réanimation. Non, non, pas réanimation. Oui, dans cette maison horrible à la porte de Paris, devant le stade à Saint-Denis. Et je me suis dit, mais maintenant ça suffit, cher cœur. Et on a commencé ce dialogue. Et là, dans cette maison réhabilitation, j'ai décidé, je veux essayer d'écrire un livre concernant notre dialogue entre le cœur et moi. Mais je ne voulais pas écrire un livre complètement autobiographique parce que c'est un peu insupportable, mais aussi je ne voulais pas écrire que sur le cœur physique malade. Je voulais aussi écrire une histoire d'un cœur métaphorique qui tombe sans cesse amoureux. Ça veut dire c'est le cœur qui est responsable que l'homme tombe constamment amoureux. Et il y a au centre du livre une histoire d'amour avec une factrice kabyle, algérienne, où l'homme dit mais je ne m'intéresse pas du tout pour elle. Et le cœur fait tout pour que l'homme s'y donne. Et je vous raconte évidemment pas comment ça se termine. Ce qui est important, c'est que finalement, c'est le cœur qui après souffre quand il fait des excès. Et c'est le cœur qui le pousse à faire ses excès. C'est ça qui est étonnant. Mais on dit toujours que la santé, c'est quand c'est le silence des organes. Et vraiment, on comprend que Peter a toujours vécu avec ce souci, en écoutant son cœur. Il va trop vite, il bat trop vite, et ça le réveille, ça te réveillait la nuit, hein, c'est tout le temps cette espèce de souci, et on imagine ça doit être une vie absolument incroyable. Alors ce cœur, en plus, il est très sensible. Quand tu es, parce que la première opération, tu étais très jeune, tu avais 18 ans, 19 ans, 19 ans. Et c'est quand même l'âge où on a envie de faire des excès, et tu les faisais. Enfin, je pense. Donc, il y a toujours eu ce côté comme ça, ce cœur qui est quand même très... Alors là aussi, dans ce roman, il y a une scène absolument fantastique, je trouve, onirique. Je ne sais pas si tu l'as inventé, bien sûr, j'espère. Il ne l'a jamais dit, enfin je ne sais pas. Mais voilà, c'est une de ses anciennes amantes qui, ça se passe à Jérusalem, je crois. Pour son anniversaire, l'invite à Jérusalem, dans un hôtel. Alors, il y va, évidemment. Avec sa femme. Ah oui, c'est encore plus pervers. Avec sa femme. Et là, elle a invité toutes les amantes du passé. Combien il y en a? 50? C'est beaucoup, hein, c'était pas quand même Casanova, mais enfin bon. Et il se retrouve au milieu de 50 femmes qui l'assaillent, qui lui font des reproches, qui lui font des avances. Enfin, c'est un côté Fellini et un côté absolument onirique. Et au début, c'est amusant, et puis ça devient inquiétant. Parce que vous savez, tout ce qui est nombreux est inquiétant. Un poisson, c'est bien, mais quand il y a trop de poissons serrés là dans une rivière où il n'y a pas d'eau, eh bien, on ne peut pas se baigner au milieu de tous ces poissons. Ben, les femmes, c'est pareil. 1, 2, ça va, mais 50 à la fois. C'est vraiment terrible. Et alors, je ne sais pas si cette scène, c'est le remords, c'est pour se punir soi-même. Enfin, il ne dit pas. Alors, je ne sais pas. Non, heureusement, c'est complètement inventé, mais ça serait l'enfer, le plus près de l'enfer. Oui.
Bien. J'aurais voulu aussi que tu parles peut-être ou de ton prochain livre, si tu as déjà des idées, ou de tes livres, ou des livres que je n'ai pas publiés. Parce que c'est toujours pas. Quand on commence un auteur, on prend son livre, et puis ensuite, comme il produit, on publie ses livres. Et comment revenir en arrière? De temps en temps, on en glisse un quand même, quand il a un petit moment où il ne produit pas trop de livres. Mais c'est toujours délicat parce qu'on a l'impression qu'un livre suivant un autre, c'est pas qu'il soit en progrès, mais en fait, ça a une sorte de cohérence de publier les livres les uns après les autres. Et quand on introduit un livre du passé, on brise cette cohérence. Et on risque de donner une image je ne sais pas, qui est pas actuelle, en fait. Et pour un éditeur, c'est toujours, bon, je pense que Colette connaît aussi ça, c'est toujours très, très compliqué. Alors j'aimerais l'entendre parler de ces livres. Comme j'ai dit ce matin, je suis vraiment très reconnaissant que Jacqueline est devenue mon éditrice et j'attendais longtemps. Étant en France, il n'y avait que la biographie de Franz Werfel qui était publiée chez Albin Michel en 91, si je ne me trompe pas, traduit par Nicole Casanova. Mais après, il y avait un peu le néant, le vacuum. Et j'étais assez malheureux. Pour le prochain livre, c'est un peu tôt. Je travaille là-dessus depuis un an, mais j'ose pas le déflorer. D'accord. Mais j'aime beaucoup parler des vieux livres qui ne sont pas publiés en français. J'ai un roman, peut-être mon enfant préféré, à part mon vrai enfant charnel, ma fille, mais de mes livres, mon roman préféré, c'est un roman qui s'appelle Tigor en allemand. C'est un mathématicien qui vient de Trieste et qui revient dans sa ville natale pour un congrès après des années d'avoir travaillé sur une théorie mathématique. Et là, à ce congrès, il réalise que 22 ans de travail étaient complètement pour rien, parce que c'est prouvé à cette conférence qu'il s'est trompé. Et il change de vie à peut-être 45, 46 ans, et il commence une nouvelle vie. Il voulait toujours travailler pour le théâtre, et il devient, comment on appelle ceux qui travaillent dans le centre d'un théâtre? Il devient cintrier au théâtre de l'Odéon à Paris. Et là au théâtre, je ne vais pas vous raconter tout, mais quelque chose lui arrive au théâtre et on l'envoie en Arménie pour vivre en Arménie pour un moment. C'est un moment où on lui dit: c'est pas par hasard que vous venez, parce qu'on veut que vous cherchiez pour l'arche de Noé sur le mont Ararat. Mais il y a le problème que le mont Ararat, que les Arméniens aiment tellement, est sur le territoire turc. Alors il doit partir d'Arménie après une petite année, et il doit faire un voyage énorme pour arriver juste à côté de là où il était, pour chercher pour l'arche de Noé. Et ce qui lui arrive sur le mont Ararat, on va peut-être lire en français un jour, du futur. Mais c'est un livre qui est déjà paru en 91 chez S. Fischer en Allemagne. Et des autres romans que j'aime aussi, je vais vous parler d'un roman qui parle d'un héritage, Die Erbschaft. Un monsieur qui, à l'âge de 13 ans, apprend qu'il aura un très grand héritage un jour, parce qu'il est le seul héritier. Et quand cet oncle meurt à l'âge de 90 ans,
à Venezuela, il se rend compte que ceux qui s'occupent du testament ont tout pris. Alors commence die Jagd, la chasse de ce poète anglais pour son héritage. En Venezuela, en Panama, à Miami, à Hambourg. C'est un peu le voyage dans tout le monde pour récupérer l'héritage. Oui, c'est presque un roman policier. Enfin, c'est un petit côté comme ça, roman policier, je trouve. Oui, 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 je l'ai lu. Oui, 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 on va pas parler de tous les livres, bien sûr. Non, non. Et pour en revenir à toi-même et à ta vie, et tu as dit, donc tu m'as dit tout à l'heure quand on déjeunait, que tu avais été élevé donc par des parents juifs, mais en dehors de toute religion juive, et que finalement, à l'âge de 29 ans, tu avais voulu savoir ce que c'était d'être juif. Et ça m'a fait penser à Barbara Honigman, que j'ai aussi publié, qui, elle, alors, son cas était différent. Elle avait été élevée en Allemagne de l'Est par des parents qui étaient très communistes et qui étaient des gens qui s'occupaient de la culture, mais à un très haut niveau à Berlin, dans le théâtre, je crois, et qui avaient dit, bon, maintenant c'est fini, on est communiste, et puis basta, hein, les parents, les grands-parents ne veulent pas savoir, et qui s'est aperçue, donc, quand elle est venue à l'Ouest d'ailleurs, elle s'est aperçue qu'elle ne savait rien ni de sa grand-mère, elle ne savait pas qui étaient ses grands-parents, etc. Et elle a commencé à chercher sa famille, malgré ses parents qui voulaient rien lui dire, en faisant une sorte de chasse comme ça, d'aller. Elle est allée en Angleterre, elle a trouvé des tombeaux, etc. Et elle a retrouvé, alors elle est redevenue presque intégriste, hein, je pense, en tout cas plus ou moins. Et toi, comment ça s'est passé? En fait, je ne sais pas si tu le sais, mais Barbara Honigman m'a dit, c'est un peu, j'espère que c'est pas trop gonflé si je le dis, mais que mon livre sur Jérusalem, qui est paru en 81, était un déclencheur pour elle pour devenir orthodoxe. Ouais, alors c'est paru en 81. Parce qu'après ce voyage à Jérusalem, j'ai écrit ce deuxième livre de ma vie, Rundgang. C'est un roman qui joue à Jérusalem et qui raconte d'un jeune juif qui sait rien et qui fait la découverte de son judaïsme. Non, j'étais élevé des parents qui parlaient pas vraiment de leur religion, sauf que je savais qu'on était juif. C'était pas secret, mais on n'en parlait pas, surtout parce que ma mère était encore sous le choc, même 20 ans après les faits, que ses parents avaient disparu pendant la Shoah. Et comme les Allemands qui ne parlaient pas, comme on a entendu Guez parler de ce thème, les concernés n'ont pas souvent parlé non plus. Et voulaient, comme tu as dit ce matin, que leurs enfants soient protégés de ce passé. Alors on parlait très très peu. Et quand j'étais très jeune à Vienne, bilingue, je pensais que dans les cinémas c'était marqué Jugendverbot, interdit aux mineurs. Mais le mot Jugendverbot, pour moi, ça voulait dire c'est interdit aux juifs. Judenverbot. Et je me suis dit, mais c'est très étrange, je pensais que c'était derrière nous. J'ai même demandé à mes parents, mais pourquoi je ne peux pas voir ce film ou l'autre? Et ils m'ont dit, ouais, c'est pas vraiment pour toi, c'est pas bien pour toi. Alors je me suis dit, bon, alors il y a un problème, mais j'ai pas insisté. Non, mais pour vous montrer comment le judaïsme n'était pas un thème chez nous, et parce que mon père disait toujours, il ne faut pas
parler de ça avec ta mère parce que c'est trop grave pour elle encore. Et c'était le cas jusqu'à la fin de sa vie. Elle ne savait pas ce que moi je savais, où ses parents étaient pris par les Allemands, en fait en France, près de Bordeaux, et la date quand ils étaient déportés de Drancy à Auschwitz. J'ai trouvé ça dans les listes du mari de Beate Klarsfeld, de Serge Klarsfeld. J'ai tout trouvé, mais mon père disait, tu dis pas à ta mère ce que tu as trouvé parce qu'elle pense que ses parents se sont suicidés, c'est mieux comme ça. Bon, seulement pour vous dire, c'était pas un thème à la maison, mais quand j'avais 12 ans à peu près, j'ai demandé, mais c'est quoi la bar mitzvah? J'avais entendu parler de ça et je voulais avoir ça. Et alors, contre le gré de ma mère, j'ai appris l'hébreu, lire l'hébreu, et j'ai même chanté dans une synagogue à Vienne, et j'ai eu cette bar mitzvah, mais après ça, tout a redisparu. Et après une relation avec une écrivaine autrichienne catholique, avec un père nazi, quelqu'un, je ne sais pas si elle est connue en France, Brigitte Schweiger. Oui, mais vous n'êtes pas française. Brigitte Schweiger était quelqu'un de très important pour moi. Et on a eu une très grande bagarre où elle a lancé toutes les attaques antisémites possibles et en disant « Et tu es tellement fier d'être juif et tu n'étais jamais, jamais en Israël. » Et elle m'a lancé ça quand j'avais 28 ans. Et elle avait complètement raison. Et c'était un moment assez important pour moi. Et j'ai fait ce premier voyage en Israël quand j'avais 28 ans. Et ça a beaucoup changé pour moi et dans ma biographie. Et je suis absolument reconnaissant à Brigitte qu'elle m'a poussé dans cette direction. Malheureusement, elle s'est suicidée l'année dernière, mais on n'était pas en contact, alors c'est pas de ma faute. Finalement, c'est dommage que Gerd soit parti parce que vous avez fait partie des Juifs qui sont revenus. Comme il parlait des Juifs qui étaient revenus en Allemagne, et vous, vous étiez des Juifs autrichiens qui sont revenus en Autriche. Et... Mon père de Berlin. Ah oui, ton père était de Berlin. Et est-ce que... Je ne sais pas, pour ta mère, ça devait être assez difficile. Elle n'avait pas peur, il n'y avait pas de... Comment était l'ambiance? C'est une des questions complètement importantes que j'ai jamais pu résoudre parce que c'est pas du tout logique avec cette peur de parler de ce qui s'est passé, de retourner dans la ville où ses parents ont vécu, où son père avait la plus grande librairie socialiste de Vienne qui était arianisée, de revenir parmi les gens qui sont les co-tueurs de ses parents, ça ne donne aucun sens. Mais j'ai jamais vraiment parlé de tout ça avec elle, et toujours quand j'ai commencé à m'intéresser pour ce qui s'est passé dans le passé, elle était très malheureuse que tu darfst nicht bohren, tu n'as pas le droit de quoi? De foncer, c'est pas bien, c'est pas bien. Elle n'était pas contente du tout. Mais si je me mêle de vos affaires, Dominique, je trouve c'est dommage que l'audience n'a jamais eu la possibilité de poser les questions. Peut-être il y a quelques questions avant qu'on termine, sauf si toi tu as autre question, parce que peut-être on pense pas à quelque chose que vous demandez. Si vous avez envie de demander quelque chose. Tout à fait, c'est une bonne idée. Compte tenu qu'on a un peu de temps, pour le coup, je pensais à cela, oui. Oui. Donc, si vous voulez. L'opération est toujours délicate. Hein. Pardon? L'opération est toujours délicate en même temps. Je prends le risque. On prend le risque.
Dans les familles non juives, on ne parlait pas non plus, on en a discuté un petit peu tout à l'heure. Je veux dire, nous les Allemands nés après la guerre, on s'est heurté à un silence absolu. Et on est quand même un certain nombre d'Allemands à aller s'exiler dans d'autres pays à cause de ça. Parce qu'on n'avait pas droit à la moindre explication. Mon père, qui est mort à 94 ans, il y a 2 ans, a commencé à nous raconter quelques bribes de sa guerre, mais en supposant que nous, on était capables de remplir les trous de silence. On n'était absolument pas capable. Le discours qu'il a eu à 94 ans était complètement incohérent. Moi, ça fait plus de 40 ans que je vis en France parce que je ne supportais pas ce silence qui était comblé, en plus, par une espèce de matérialisme, le miracle économique. Tout à l'heure, il a très bien expliqué, par une espèce de bourgeoisie. Je ne sais pas à qui je l'ai raconté tout à l'heure. Nous, en classe, on avait des amis, des camarades, qui s'appelaient Rosenbaum, Rosenkranz, etc. Je ne savais pas que c'était des non-juifs parce que ça n'a pas existé, on n'en parle plus, quoi. Et nous, on a grandi avec ça. C'est-à-dire avec un manque de repères complètement fou, puisqu'il y a eu du mal, n'en parlant plus, donc débrouillez-vous avec. Et je n'ai appris qu'en France qu'il existe des noms qui sont des noms juifs et qui signifient quelque chose pour les gens. Tu disais, bar mitzvah, c'est un mot que j'ai appris il y a 10 ans. Mais en France aussi, moi j'ai été élevée donc dans un lycée et j'ai jamais pensé que j'avais pu avoir des amis parmi les filles qui étaient là, qu'il y avait des juifs. Je ne savais pas. Je me souviens un jour, mais je devais avoir au moins 20 ans, j'avais un ami qui s'appelait Carcassonne. Et un jour, je dis, ben, tu sais, je vais chez Carcassonne. Et la personne, parce qu'il y a des gens comme ça, qui me disent, ah, il est juif. Je dis, pourquoi tu dis ça? Mais j'étais complètement... alors, il m'a expliqué que c'était parce que Napoléon avait, du jour au lendemain, gna gna gna. Mais je me suis dit, mais et moi en Allemagne, je ne sais jamais si c'est un non-juif ou pas. Enfin, mais alors, c'est pas important de savoir, mais c'est la cause de... oui, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, ce silence, il était aussi en France, il n'était pas qu'en Allemagne. Ne parlons pas de l'Autriche, alors là où le silence était encore plus profond, mais c'est pareil. Et puis on a commencé à parler des problèmes de collaboration qu'il n'y a pas si longtemps en France, en fait. Tout ça a été gommé. Mais c'est peut-être, j'allais dire c'est normal. Non, c'est pas normal, mais après une guerre qui avait été si terrible, où tant de gens étaient morts, tout le monde voulait oublier. Hein. C'est toujours comme ça. C'est après qu'il y a ce travail de la mémoire qui revient et qu'on en parle. Et c'est pas pour rien que ce sont souvent les petits-fils qui écrivent l'histoire, ni les personnes qui l'ont fait, ni même leurs enfants. Mais tout d'un coup, c'est le petit-fils qui... En fait, il y a cette exception intéressante. Vous connaissez le nom Gila Lustiger, qui a travaillé sur l'histoire de son père, dont on a parlé aujourd'hui, Arno Lustiger, où elle a décrit tout ce qui lui est arrivé après la libération. Non, avant la libération. Il a un Todesmarsch. Et c'est une exception dans la littérature de la langue allemande. C'est très rare qu'un romancier, une romancière écrit là-dessus. Oui, parce qu'on a parlé du groupe 47. Après la guerre, les écrivains allemands antifascistes de l'Ouest ont formé un groupe qui s'appelait le groupe 47 et qui avait des règles morales très strictes, en fait. Mais même ces écrivains-là, ils n'ont pas d'écrit. La plupart n'ont pas écrit sur la guerre. Ils ont fait des œuvres de romanciers. Et parfois, ils avaient même comme grâce un passé nazi qui cachait. Enfin, c'était quand on était enfant, grâce. Enfant avec 17 ans. Non, plus sévère que moi. Enfin. Mais sur le silence, et notamment familial, je reviens, il y a Joseph Winkler qui expliquait que le silence familial
c'est un des ressorts qui l'a amené à travailler sur la langue. Est-ce que c'est, par un bout, le cas pour toi? Je pense pas vraiment, non, non, parce qu'on parlait tellement d'autres choses à la maison. C'était une maison où, pendant toutes les déjeuners et dîners et dimanches, ça parlait sans cesse, même un peu trop, peut-être. Non, c'est exactement le contraire de l'histoire de Winkler, je pense. C'était que ce thème-là qui était écarté. Mais moi, ça m'étonne un peu que j'ai commencé à écrire dans une maison où on a tellement parlé, et on me demandait très souvent comment est-ce que tu as osé d'être écrivain venant de ton père. Mais je pense, je voulais, parce qu'il disait toujours, je peux pas écrire un roman, je voulais lui montrer que j'étais capable, peut-être. Mais on s'entendait très bien, c'était pas une ennemitié du tout, mais quand même de battre, de le battre dans le terrain de la langue romancière. Ça, c'était un défi formidable. Oui. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment le contraire de Winkler. Oui. Une question à te demander par rapport à la langue, parce que tu habites à Paris depuis 1988, et pour des écrivains comme toi, spécialement des romanciers, il semble que la langue, c'est un peu ça qui tient lieu de patrie. Enfin, beaucoup d'écrivains l'ont dit comme ça. Comment est-ce que tu peux continuer, enfin, comment est-ce que tu gères ça, le fait de vivre dans un environnement quand même essentiellement francophone, oui, et le fait d'écrire et de penser, je suppose, enfin, de former tes mots en allemand? Mais il ne faut pas oublier, mais c'est de ma faute, je pense, qu'à part Jacqueline et peut-être 2 autres personnes, je ne connais pas des Français. Marché à Ligre, que j'aime beaucoup, j'ai les commerçants avec qui je parle. Non, j'exagère. Non, mais la plupart des gens avec qui je suis ami ou je parle, sont germanophones. Et il ne faut pas oublier qu'à la maison, on parle l'allemand avec ma femme et ma fille. Et les amis à Paris sont très souvent germanophones, ce qui n'est pas complètement normal. Mais j'ai peut-être pas assez fait pour entrer dans la société française, mais c'est une autre histoire. C'est pas ta question. C'est pas ta. Mais je vois que même après 24 ans maintenant, je trouve que mon français n'est pas complètement à l'auteur de quelqu'un qui vit en France depuis 24 ans. Et récemment, j'ai fait un entretien à la radio avec M. Weinstein, et il me manquait des mots tous les 5 minutes, et il ne m'a pas aidé. Alors j'étais là, j'ai essayé de circonscrire ce que je voulais dire, c'était pénible et triste. Mais ce que peut-être notre ami voulait dire, c'est que est-ce que tu penses pas que l'allemand ou l'autrichien, pendant que tu n'es pas en Autriche ou en Allemagne, il évolue, la langue évolue, et toi tu parles toujours la langue d'il y a 20 ans? Autrefois. D'autrefois. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible, mais il ne faut pas oublier que mon écriture n'est pas très expérimentale. Ça veut dire, j'essaye pas de renouveler la langue allemande. Non, mais c'est tout à fait possible que je ne suis pas vraiment dans la langue allemande comme on la parle maintenant à Berlin, à Vienne, c'est possible. En même temps, j'y vais assez souvent, et quand j'entends un mot que je ne connais pas, ce qui m'arrive quelquefois, c'est rare, mais ça m'arrive,
je veux l'apprendre, bien sûr. Peut-être pas l'utiliser, mais apprendre. Et quelle est ta relation à ton éditeur allemand? Pardon? Quelle est ta relation à ton éditeur allemand? Elle est meilleure qu'avec Jacqueline? C'est une question très très difficile parce que ça fait très mal. J'étais très heureux au début, les premiers 4 livres qui étaient chez S. Fischer. J'avais une relation aussi bonne qu'avec Jacqueline, avec la propriétaire de Fischer, Madame Schoeller. Et malheureusement, elle avait quelqu'un à ses côtés pour s'occuper des questions d'argent. Et je me suis fâché contre lui et elle ne m'a pas aidé dans un moment épouvantable dans ma vie où mon père est mort. Et j'ai décidé de lui écrire une lettre que je ne peux pas continuer dans cette situation étrange. Et elle n'a jamais répondu à cette lettre. Alors j'ai quitté S. Fischer, ce qui m'a pas fait du bien seulement. Et c'est mon 4e maison maintenant. J'étais d'abord chez Liszt, puis chez Klett-Cotta comme mon ami Zolza, et on était très malheureux là-bas, tous les deux. Et maintenant je suis chez Hansa, mais leur succursale autrichienne Jolnay, et les relations ne sont pas énormes. Pour vous donner un exemple, j'ai reçu la semaine dernière, j'ai raconté à Alain une carte avec des fleurs de cerises, comment on dit, un cerisier. Il y avait de toute l'équipe de Jolnay des vœux pour, je me suis dit peut-être un anniversaire, j'ai pas compris, des vœux de tout le monde. Et j'ai écrit à tout le monde, merci beaucoup pour cette carte qui était horrible en fait. Mais j'ai dit merci pour cette belle carte, mais je ne comprends pas pourquoi. Et le soir, je reçois d'une des 5 qui ont signé un petit mail. Ah, quelqu'un nous a dit que c'est votre 60e anniversaire le 11 mai. Intéressant, c'était l'anniversaire de mon père. Alors, ça me montre que si mon éditeur ne connaît pas la date de mon 60e anniversaire, c'est un peu étrange. Alors, c'est pas génial, notre relation. Je suis heureux que j'ai Jacqueline. En fait, moi, je ne sais pas la date de son anniversaire. Maintenant, tu le sais. C'est en décembre. Bien, je crois qu'on va laisser la place à la lecture. Merci beaucoup.